Le fleuve Colorado, c'est l'artère vitale du sud-ouest américain. Il y a un siècle, des gens sont arrivés dans ce désert et ont réussi à le rendre fertile grâce à l'eau du Colorado. On trouve 7 grands barrages sur le cours inférieur du Colorado. Le fleuve approvisionne des millions de personnes dans tout le sud-ouest des États-Unis, de Los Angeles à San Diego, Tucson, Phoenix et même plus loin encore. Le Colorado est le fleuve qui a été le plus transformé par l'homme. C'est aussi le plus convoité. Chaque goutte a son propriétaire. Le Colorado prend sa source dans les montagnes rocheuses, à l'ouest des États-Unis. Devenu un puissant fleuve, il s'engouffre ensuite dans les gorges du Grand Canyon. Jusqu'à son embouchure au nord du golfe de Californie, il traverse 7 États et abreuve 40 millions de personnes dans les régions arides du sud-ouest américain. D'immenses barrages et lacs de retenue entravent sa route et régulent son débit. L'histoire de sa transformation commence à Yuma, dans l'Arizona. Souvent, les visiteurs me demandent « C'est quoi le nom du ruisseau, là ?» Et moi, je leur réponds « C'est le puissant fleuve Colorado. » Je suis originaire du Midwest et j'ai grandi au bord du Mississippi, qui est un immense fleuve. Quand je suis arrivée ici, le Colorado m'a paru minuscule. Je m'appelle Tammy Snook. Je suis historienne et guide dans la ville de Yuma. À l'époque où il n'y avait pas encore de barrage sur le fleuve, il était beaucoup plus large. Le passage le plus étroit du fleuve se trouvait juste ici. C'était donc le meilleur endroit pour le traverser. Et c'est ainsi qu'est née Yuma, l'une des plus anciennes villes construites au bord du Colorado. Pendant longtemps, elle a servi de porte d'entrée aux colons, cow-boys et autres aventuriers faisant route vers la Californie. Le Colorado était tellement tumultueux que les gens ont pensé qu'il fallait le dompter. Qu'en l'exploitant, ils allaient pouvoir transformer le désert en oasis. En 1902, un organisme fédéral a été chargé de la gestion de l'eau. Il avait pour objectif de transformer le désert en zone cultivable grâce à des projets d'irrigation de très grande envergure. Un premier ouvrage voit le jour en 1903, à 30 km au nord de Yuma, le barrage Laguna. De petite dimension, il permettait jadis d'acheminer l'eau du fleuve vers le désert par un système de canaux. Autrefois essentiel pour irriguer le désert, il est aujourd'hui obsolète. Le niveau du Colorado variait considérablement d'une saison à l'autre. La région était régulièrement touchée par des inondations dévastatrices. Yuma a été créée vers 1850 et dès 1862, elle a été détruite par une terrible inondation qui a presque tout emporté. Malgré la construction du barrage, la ville a été touchée par une autre grande inondation en 1916. Les habitants de la région réclament alors un nouveau barrage plus grand pour empêcher les inondations et parer à la pénurie d'eau lors des grandes sécheresses. Pour cela, les 7 États traversés par le Colorado devaient d'abord parvenir à un accord. Comment se partager l'eau? Les États situés dans le bassin du Colorado se sont réunis en 1922 et ont signé un accord, le Colorado River Compact. Ce traité donnait l'autorisation de construire un très grand barrage. Bonjour et bienvenue à bord.
Ne manquez pas la visite de notre célèbre barrage. Situé à 50 km de Las Vegas, le barrage Hoover est mis en service en 1936. Jamais un barrage aussi pharaonique n'avait été édifié dans le monde. Sa construction entraîne la création du lac Mead, une immense retenue d'eau aujourd'hui dédiée aux activités nautiques. C'est incroyable qu'ils aient réussi à construire un tel ouvrage dans les années 1930. Les moyens techniques de l'époque étaient dérisoires comparés à ceux d'aujourd'hui. Personne n'aurait cru possible la construction d'un barrage aussi immense et aussi beau. Il est resté inégalé pendant très longtemps. Ils l'ont terminé avec 2 ans d'avance et un budget moins élevé que prévu. On avait adopté le système des 3-8. Les ouvriers travaillaient 7 jours sur 7. Ceux qui le voulaient pouvaient prendre 2 jours de congé par an, un pour Noël et l'autre pour le jour de l'indépendance, le 4 juillet. Mais sinon, ils travaillaient sans interruption. Ils ont tenu ce rythme 4 années d'affilée pendant toute la durée du chantier. Quand le pays a été frappé par la Grande Dépression dans les années 1920, des ouvriers sont arrivés ici en masse pour travailler sur le barrage. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'ils viendraient avec leurs femmes et leurs enfants. C'est comme ça qu'est née la ville de Boulder City. Parmi les statues de bronze que l'on trouve un peu partout dans la ville, l'une d'elles représente un homme qui distribue du papier toilette aux ouvriers du chantier. Les premiers ouvriers embauchés sur le site travaillaient dans des tunnels. Et sur place, il n'y avait pas de WC. Je travaillais 16 heures de rang parce que j'avais besoin d'argent, j'avais 18 ans. Je m'appelle Carl Mitchell et j'habite à Boulder City depuis 85 ans. Je vais sur mes 92 ans. Je suis Susan Mitchell Stankovic, sa fille. Nous avons grandi avec le barrage et nous en étions très fiers. Quand nous allions le voir, c'était la grande aventure. Mon père nous racontait comment les ouvriers escaladaient les immenses parois et comment ils construisaient ce gigantesque mur de béton. Autant dire que pour moi, c'était comme si c'était lui qui l'avait construit à lui tout seul. Nous sommes fiers de notre ville et fiers d'habiter ici. Boulder City n'est pas l'une de ces villes qui se sont construites autour d'une ressource que l'on pouvait exploiter. Au départ, il n'y avait rien ici. Des milliers d'hommes sont arrivés ici pour travailler. Le chantier devait durer 7 ans. Il leur fallait donc un lieu pour vivre. Aux États-Unis, Boulder City a été l'une des premières villes créées de toutes pièces. Mon nom est Shirl Nagley. Je suis conservateur du patrimoine au musée du barrage Hoover de Boulder City. J'ai grandi ici. En fait, le musée se situe dans le bâtiment de l'hôtel. C'est un lieu important pour les gens ici. Il rend hommage aux premiers habitants de la ville et à l'héritage qu'ils ont laissé. Quand on s'est installé dans nos maisons, il n'y avait pas encore de trottoir. Mais il y avait des toilettes. Là,
c'est mon père. Et le blondinet à sa gauche, c'est moi. Certains ouvriers travaillaient suspendus à des cordes le long des parois. Mon père était un de ceux-là. Il adorait attaquer la roche au marteau-piqueur et la dynamiter. Il fixait le détonateur à la cartouche avec ses dents, puis il l'enfouissait dans la roche et ça explosait. Il le faisait pour que notre famille ait plus d'argent. Comme c'était un travail à risque, c'était mieux payé. Il faut garder à l'esprit que le barrage a été construit à l'époque de la Grande Dépression. Les ouvriers travaillaient dans des conditions très difficiles et n'étaient pas bien traités. C'était un travail harassant. On leur demandait chaque jour de fournir d'énormes efforts. Mais ils savaient que beaucoup d'autres ouvriers attendaient de trouver un travail et étaient prêts à accepter n'importe quel job. Quand on regarde le barrage de près, avec ses portes d'ascenseur gravées et ses sols en mosaïque, on se demande pourquoi les architectes avaient mis autant de soin dans tous ces détails. C'était un chantier pharaonique, mais il y avait encore des gens pour penser à l'aspect esthétique du barrage. Les gens de l'époque avaient compris que ce qu'ils étaient en train de construire n'était pas seulement un barrage, c'était un symbole. Et ils en étaient les bâtisseurs. À l'origine, le Colorado était un fleuve impétueux et imprévisible. À certains endroits, il sortait de son lit, et à d'autres, c'était juste un filet d'eau. Et c'est pour le maîtriser que le barrage Hoover a été construit. Mon nom est Rose Davis et je travaille au sein de l'office chargé de la gestion du Colorado, de sa source jusqu'à son embouchure au Mexique. Les traités qui réglementaient autrefois le partage de l'eau attribuaient 5,4 milliards de mètres cubes à la Californie, 3,5 à l'Arizona et seulement 0,37 au Nevada, parce que seules quelques vaches et une poignée d'hommes y vivaient à l'époque. Depuis, il y a eu beaucoup de batailles judiciaires, mais la réglementation est toujours en vigueur. En tant que gestionnaire, notre organisme est chargé de distribuer à chaque État très précisément la quantité d'eau qui lui a été attribuée. Pour ça, nous disposons d'un système de distribution d'eau très performant, qui défie les lois de la gravité, qui passe au-dessus des montagnes et au travers. Les prouesses techniques qu'il a fallu réaliser pour le mettre en place montrent combien l'eau est précieuse. Lorsqu'il a été créé, le lac Mead était le plus grand lac artificiel du monde. D'ici, on a toujours une superbe vue sur le lac et sur le bassin inférieur. La démarcation blanche que l'on voit sur les berges du lac indique à quel niveau il était avant. Actuellement, il est à son plus bas niveau depuis sa création. Le volume du lac est encore très important. Pour l'instant, les autorités nous disent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que le Nevada et Boulder City continueront d'être approvisionnés. On s'inquiète particulièrement pour les turbines. Si le niveau du lac était trop bas, cela risquerait d'altérer leur fonctionnement. Le barrage Hoover alimente également des millions de foyers en électricité. Le carburant, c'est l'eau. C'est lorsque nous ouvrons les vannes pour approvisionner les États situés en aval que nous produisons de l'électricité. Nous produisons en fonction de la demande. L'été, par exemple, tout le monde utilise sa climatisation et les turbines que vous voyez là fonctionnent à plein régime. Il faut donc essayer de coordonner les deux, répondre à la demande d'approvisionnement en eau des États en aval, tout en produisant de l'électricité.
L'électricité produite ici alimente principalement la Californie. À titre personnel, je suis très affectée par la situation dans laquelle notre région se trouve. Nous sommes frappés depuis plusieurs années par une sécheresse continue et le niveau de l'eau ne cesse de baisser. Ça fait 16 ans qu'on n'a pas vu de neige ici. Tout le monde s'interroge sur les conséquences possibles d'une telle situation. Si cela doit continuer de s'aggraver, nous serons peut-être contraints de réduire les approvisionnements vers l'Arizona et le Nevada. Car en dessous d'un certain niveau d'eau, il n'est plus possible de faire fonctionner les turbines. On est très content d'avoir autant de visiteurs sur le barrage et on espère que c'est pour eux l'occasion de mesurer combien l'eau est précieuse. Toutes ces considérations mises à part, le Lake Mead reste un endroit fabuleux pour se détendre et s'amuser. « 100 km en aval, le Colorado traverse la réserve de la tribu amérindienne des Hualapai. Quand ces barrages ont été construits pour maîtriser le fleuve et produire de l'électricité, nous n'avons pas été conviés à la table des discussions. Je m'appelle Loretta Jackson Kelly et j'appartiens à la tribu des Hualapai. Nous appelons l'eau du fleuve Hayatacta. Ce terme signifie épine dorsale. Et sans épine dorsale, aucun être vivant ne peut survivre. Si les Hualapai vivent du fleuve, ils n'ont en revanche pas le droit d'en prélever une seule goutte. Je m'appelle Andrea Nieto et j'appartiens aux tribus Hualapai et Hopi. Je suis responsable des descentes en rafting organisées sur le fleuve. Ici, nous sommes les seuls à proposer des excursions mettant l'accent sur l'esprit et la culture des Hualapai. Pour nos visiteurs, je crois que c'est une expérience spirituelle forte et qu'ils ne sont plus tout à fait les mêmes après cette journée passée sur l'eau. J'adore descendre les rapides. Je m'appelle André Wakiera et je suis guide sur le fleuve. J'ai fait d'autres boulots avant, mais c'est ici que je me sens bien. Je me sens lié au fleuve et j'aime lui parler parce que pour moi, il est vivant. Nous le traitons avec respect et nous veillons à ce qu'il reste propre. Et lui aussi veille sur nous. Quand nous descendons le fleuve, ce n'est pas uniquement pour nous amuser et nous détendre. C'est aussi une forme de pèlerinage.
Dans les années 1970, je travaillais moi aussi sur le fleuve. Mais c'était très différent. Il y avait plus de rapides et plus d'endroits où on pouvait camper. Lorsque le lac Mead a été créé, ça a fait monter le niveau de l'eau en amont. Et les endroits où on avait l'habitude de camper ont été submergés. À présent, cette partie du fleuve est calme. Nous longeons la gorge inférieure du Grand Canyon. Ces roches ont 1,8 milliard d'années. Le Colorado est comme un esprit. Quand on s'en éloigne, on a l'impression qu'il nous rappelle sans cesse à lui. Parfois, il suffit juste de l'écouter. Aujourd'hui, les Hualapai sont aussi partie prenante dans les décisions qui concernent le fleuve. Et c'est un acquis dont nous sommes très fiers. L'eau devient de plus en plus précieuse. Et ô combien précieuse pour les agriculteurs de la vallée impériale en plein cœur du désert californien. Irriguée toute l'année par les eaux du Colorado, cette oasis de 160 000 hectares est le plus gros producteur mondial de fruits et légumes. Il y a un siècle, une crue exceptionnelle du fleuve a donné naissance au plus grand lac artificiel de Californie. Véritable mer intérieure, la Salton Sea recouvre plus de 1000 km² de désert. Une partie du système d'irrigation avait été endommagée et l'eau du Colorado s'est déversée dans cette gigantesque vallée pendant 2 années consécutives. C'était une bonne surprise pour la population qui s'est retrouvée avec une mer intérieure du jour au lendemain. Mais c'était un événement, comment dire, plutôt inattendu. On a vu débarquer toutes sortes de célébrités dans ce coin. Frank Sinatra et le Rat Pack, les Beach Boys. C'était super d'apprendre à faire du ski nautique ici. Par contre, il valait mieux éviter de porter un bikini, parce qu'on risquait de le perdre en tombant dans l'eau. Ça m'est arrivé une fois, mais j'ai réussi à le récupérer. Je m'appelle Linda Bill et je travaille comme bénévole au musée de la Salton Sea. Je viens ici depuis que je suis toute petite. Là derrière, il y avait une rampe pour les bateaux, une petite boutique, une station-service et une épicerie. On pouvait faire du bateau, du ski nautique, pêcher. Il y avait toujours beaucoup de monde. De ce glorieux passé, il ne reste aujourd'hui que des cartes postales. Sans affluent naturel, le lac ne subsistait que grâce aux eaux résiduelles des activités agricoles. Peu à peu privé de cet apport en raison des économies d'eau faites par les agriculteurs, il menace aujourd'hui de disparaître et avec lui, tout un écosystème. Cette rampe ne sert plus à rien aujourd'hui. Il y a 5 ans encore, les gens pouvaient partir d'ici en bateau. Mais il y a eu des problèmes de gestion et le niveau de l'eau a énormément baissé en très peu de temps. Cet endroit évoque un paysage lunaire. Plus le niveau de l'eau baisse et plus la concentration en sel augmente. Étant donné qu'il s'agit d'une mer fermée, l'eau s'évacue par évaporation et le sel s'accumule. En plus du sel, on trouve des pesticides agricoles qui s'accumulent dans le sol depuis un siècle. De l'arsenic, du cadmium, du bore, du sélénium. Et leur présence pose problème quand il y a du vent. Plusieurs fois par an, la remontée des pesticides en surface
entraîne la mort de nombreux poissons. Tout l'écosystème est menacé. Nous en sommes presque arrivés au point où les poissons ne pourront bientôt plus se reproduire et où il n'y aura plus de poissons du tout. Ce sera la première conséquence. Nous en sommes encore loin. Mais le danger est grand. La seconde, c'est que les oiseaux marins n'auront plus rien à manger et s'en iront. Je m'appelle Tom Sefton et je suis chercheur. Mon travail consiste à trouver des moyens de recourir aux énergies renouvelables afin de restaurer l'écosystème de la Salton Sea et de réduire l'impact de la pollution sur la santé humaine. Sauvons notre mer! Mon nom est Kerry Morrison et je dirige la campagne Sauvons notre mer. L'objectif est de sensibiliser le public à cette problématique à travers la musique, l'art, la science et l'action collective. Voilà ma production. Je vais vous montrer. Il y a des papillons, des pélicans, et puis je peins aussi. Je fais des cartes. Là, ce sont mes anges. Les ailes sont fabriquées avec les arêtes des poissons que je trouve sur les berges. Souvent, ça surprend les gens. Ça fait 25 ans que je fabrique ces petits anges. D'ici quelques années, le rivage aura reculé de plusieurs kilomètres. Et pendant les tempêtes, d'énormes amas de poussière toxique se déplaceront, ce qui aura de graves conséquences sur la santé de la population dans cette zone et même jusqu'à Los Angeles. J'ai trouvé des poissons tilapia. C'est avec ces arêtes que je fabrique les papillons. On ne trouve pas toujours des poissons morts ici, et l'eau n'a pas en permanence cette odeur. La plupart du temps, c'est magnifique ici. Inondé il y a plus d'un siècle, le désert reprend peu à peu ses droits. Mais un assèchement de cette mer artificielle aurait aujourd'hui de graves répercussions environnementales et sanitaires. Sans nouvel apport d'eau, la Salton Sea vivra bientôt ses dernières heures. Et elle ne pourra plus compter sur les eaux du Colorado destinées aux lacs des barrages tels que le lac Havasu. Le lac Havasu a été créé parce que la Californie avait besoin de plus d'eau. C'est un lac artificiel retenu par le barrage Parker qui se trouve à la frontière entre l'Arizona et la Californie. Quand sa construction a commencé, on se serait cru en guerre. Parfois, on entendait des tirs. C'était un véritable bras de fer entre les deux États qui n'arrivaient pas à trouver un accord. Le barrage était financé par la Californie, mais l'Arizona voulait aussi sa part. Quand il a été terminé à la fin des années 1930, la Californie a tout de suite prélevé d'énormes quantités d'eau. Je m'appelle Jan Cassis et je suis originaire des Pays-Bas. Je dirige l'office de tourisme de la ville de Lake Havasu. Après avoir rencontré ma femme, qui est américaine, on est venu s'installer ici. Pour nous, c'était l'endroit idéal. Pas de neige, ni de pluie, et du soleil toute l'année. Grâce au barrage qui a été construit sur le Colorado, on a un lac où on peut pratiquer des loisirs. Ça, c'est la belle vie. C'était un bar flottant. C'est le côté agréable du Colorado. Autrefois, le Colorado était un fleuve fougueux de couleur rougeâtre. C'est d'ailleurs de là que vient son nom. Lorsque la construction du barrage a été terminée, les Indiens de la tribu Chemehuevi ont été invités à venir le voir. On voulait qu'ils admirent cette incroyable construction que les visages pâles avaient érigée.
Les visages pâles, c'étaient les Blancs, bien sûr. Mais en voyant le barrage, ils n'ont pas été impressionnés le moins du monde. En revanche, ils n'arrêtaient pas de répéter le mot Havasu, qui signifie dans leur langue « eau turquoise ». Ils étaient émerveillés par la couleur de l'eau. C'est pour cela que le lac porte ce nom. Il ne manquait plus qu'une ville, Lake Havasu City. C'est le riche entrepreneur californien Robert McCulloch qui relève le défi. C'est l'une des villes les plus récentes des États-Unis. Nous venons de célébrer son 50e anniversaire. Robert McCulloch avait acquis 65 km² de terre pour y construire sa ville. Pour attirer les gens ici, il les faisait venir des 4 coins du pays tout frais payés. Beaucoup achetaient un terrain, mais ça n'allait pas assez vite à son goût. Il devait trouver une attraction qui ferait venir encore plus de monde. Et c'est comme ça qu'il a acheté le London Bridge. La ville de Londres voulait vendre son pont parce qu'elle ne le trouvait plus à sa mesure. Elle se disait qu'il y aurait peut-être un Américain assez fou pour l'acheter. Et cet Américain, c'était McCulloch. Ils ont démantelé le pont à Londres, numéroté chaque pierre, et puis ils l'ont reconstruit ici. C'est peut-être cela qu'on appelle le rêve américain. Le fait de pouvoir concrétiser une idée, même la plus folle. Ce pont, c'est l'identité de notre ville. C'est comme la Tour Eiffel à Paris ou le bâtiment de l'Opéra à Sydney. Nous, on a notre pont. Beaucoup de touristes européens viennent ici pour voir le pont. Certains l'empruntaient pour aller à l'école quand ils étaient jeunes. Et des décennies plus tard, ils le retrouvent ici, dans le désert. Je m'appelle Alison Miller et je dirige le Heath Hotel. Notre hôtel est le plus moderne de la ville. Nous sommes situés au bord de l'eau, tout près du London Bridge. Je ne manque jamais une occasion d'aller sur l'eau. J'adore faire du wakeboard et du wake surf. Le slogan de notre ville, c'est « Amusez-vous ». La seule chose qui soit interdite ici, c'est de prélever l'eau du lac. Le lac a été créé dans les années 1930, mais la ville a été construite bien après. Lorsque nous sommes arrivés ici, l'eau avait déjà été allouée. Nous n'avions aucun droit dessus. L'eau que nous utilisons provient de la nappe phréatique. C'est pour cette raison que la ville ne peut pas croître indéfiniment. Le point positif, c'est que le lac reste toujours au même niveau. Contrairement au lac Mead, le niveau de notre lac ne varie jamais. C'est ce qui permet à la Californie de s'approvisionner en eau. Si le volume du lac n'était pas stable, cela poserait de gros problèmes. Après avoir parcouru 2000 km et traversé 7 États, le fleuve poursuit sa route jusqu'au golfe de Californie, au Mexique. Passé la frontière, il franchit son dernier barrage près de San Luis Rio Colorado. S'il écoulait abondamment il y a quelques années encore, il s'y fait désormais rare. Nous nous trouvons sur le barrage Morelos. Et là, c'est le Colorado. Lorsqu'il arrive ici, il reste seulement 10% de son volume total. C'est ici que les États-Unis livrent ce qu'ils doivent au Mexique. Ils donnent l'exacte quantité prévue par les accords, mais jamais une goutte de plus. Le dernier barrage construit en aval réceptionne ce qu'il reste du fleuve.
D'ici, l'eau est acheminée vers les champs mexicains par des canaux d'irrigation. À peine quelques kilomètres plus loin, il ne reste plus une goutte du fleuve. Comme vous le constatez, le lit du fleuve est complètement à sec. Les États en amont ponctionnent tellement d'eau qu'une fois que le fleuve arrive ici, il n'en reste plus rien. L'eau est détournée pour irriguer les champs et approvisionner les villes de Denver, Phoenix, Los Angeles, Tijuana. Et voilà le résultat. On a du mal à croire qu'un fleuve coulait ici avant. Dans les années 1940 et 1950, on s'inquiétait plutôt des dégâts qu'il causait. Lorsque le fleuve était en crue, il inondait des villes et des champs entiers. Donc les gens étaient très favorables aux barrages qui ont été construits dans les années 1960 et 1970. Ils se disaient, on va enfin pouvoir contrôler cette force de la nature et vivre ici tranquille. Mais dans les années 1990, les générations suivantes se sont demandé, pourquoi avons-nous appelé notre ville San Luis Rio Colorado alors qu'il n'y a pas de fleuve ici? Puis peu à peu, leur demande s'est transformée en revendication. Les gens voulaient que le fleuve revienne. Je m'appelle Osfel Inorosa et je travaille pour l'ONG Pro Natura. Je dirige un programme de réhabilitation du fleuve et des zones humides. 90% des zones humides du delta ont disparu. Je m'appelle Yuli Dimas. L'objectif de notre travail, c'est de restaurer le delta du Colorado. Vous pouvez voir à quoi il ressemble en ce moment. Mais tout n'est pas perdu. Le fleuve a encore un avenir ici. Les allocations d'eau sont de 26% supérieures à ce que le fleuve peut supporter. C'est donc très difficile d'obtenir de l'eau dans un but environnemental. Pour cela, il faut d'abord comprendre comment l'eau est attribuée, mais aussi comment fonctionne le marché de l'eau. Normalement, ces vannes sont fermées, mais nous avons réussi à les faire ouvrir temporairement. C'est génial de voir l'eau du Colorado couler ici. On voit déjà des gens qui reviennent se promener. Les oiseaux aussi sont de retour. L'eau d'un fleuve, c'est la vie. C'est très émouvant de voir le fleuve revivre. Il se réapproprie ce qui lui appartient. Le fleuve a besoin d'être libre. Libérez-le. Signé en 2014, un accord prévoit l'ouverture des vannes une fois par an. 8 semaines durant, le fleuve retrouve son cours normal. Mais ce n'est qu'une première étape. Au début, il n'y avait qu'un filet d'eau qui progressait centimètre par centimètre. Chaque jour, on venait voir le terrain que le fleuve avait gagné. Il semblait tellement vivant. On sentait qu'il essayait de reprendre son cours jusqu'à la mer. Quand il est arrivé à San Luis, on a explosé de joie et on a fait une grande fête. Tous les jours, les gens venaient ici après le travail. Ils venaient en famille avec la glacière et il y avait des concerts improvisés. C'était incroyable. Une partie de la végétation renaît lentement, mais l'eau déversée n'est pas suffisante et le lit du fleuve est régulièrement à sec. Un avenir plus qu'incertain. Le Colorado reverra-t-il un jour son immense delta? Nous nous trouvons dans le golfe de Californie, à l'endroit où se jetait le Colorado. Ce fleuve est bien vivant. Chaque jour, des gens l'utilisent et boivent son eau. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas ici qu'il n'existe pas. Ce fleuve, nous lui devons tout. Et pourtant, nous le privons de son eau. Je ne suis pas triste parce que je sais tout ce qui est mis en œuvre pour le sauver. Mais pour quelqu'un qui assiste à ce spectacle sans le savoir, c'est la désolation la plus totale.
Actuellement, le fleuve s'arrête à environ 160 km de son embouchure. Mais on pourrait remédier à ça. Il faudrait juste que les États et les actionnaires y mettent un peu de bonne volonté. On peut changer les choses et faire revenir l'eau dans le golfe de Californie. La seule solution à long terme, c'est l'océan, parce que c'est là qu'il y a le plus d'eau. Ici, l'eau est encore plus précieuse que l'or. J'ai de l'espoir. Les gens commencent à comprendre que lorsqu'ils ouvrent le robinet, l'eau n'apparaît pas comme par magie. Tant que l'eau sort de leur robinet, les gens sont à peu près satisfaits. Nous soutenons tous ceux qui œuvrent pour la préservation du Colorado de part et d'autre de la frontière. Et nous voulons voir le fleuve couler librement. Le partage de l'eau est une question extrêmement sensible. Il y a tellement de groupes et d'intérêts différents. Chacun a son propre avis sur l'avenir du fleuve et sur la façon dont l'eau devrait être gérée. C'est un sujet sensible au plus haut degré ici. Il y a tout un tas de jeunes gens intelligents qui sortent d'université et qui nous disent « on va régler le problème ». Ils essaient de trouver des solutions pour sauver notre mer. J'espère qu'ils y arriveront et que nous serons encore là pour le voir.